Maintenant, pour illustrer tout ce que nous venons de dire, nous allons voir un petit exemple d'intervention tout à fait simple, hein, qui est applicable dans beaucoup de domaines, aussi bien au niveau du travail, donc professionnel, que à l'école, que au niveau personnel, familial. Voilà, un tout à fait simple, mais qui peut changer beaucoup de choses. Alors, ce cas va être, l'intervention va être illustrée à présent au niveau des conduites addictives au travail, et c'est complètement transposable. Alors, au niveau du travail, il y a un texte fondamental qui est à consulter par tous les managers, tous les directeurs et les PDG, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur peut interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail et l'état d'ébriété et l'influence pendant les heures du travail. Donc, c'est le règlement intérieur qui fixe les comportements et qui délimite les comportements au sein d'une entreprise. Le règlement intérieur peut aussi utiliser, promouvoir l'utilisation de tests, comme les alcotests, en fonction de la dangerosité du travail. Donc, le règlement intérieur peut interdire la présence de personnes état d'ivresse, peut interdire la présence de produits, elle peut permettre de recourir à l'alcotest, en fonction des problématiques de présence. Donc, une petite image pour illustrer l'utilisation de drogue sur le milieu de travail, hein, c'est le film Les Ricoux, où le commissaire divisionnaire issu de son plein gré, mené à utiliser de la cocaïne. Euh, alors, toute l'action dans une entreprise peut, c'est importante au niveau, l'action d'entreprise, au sein de l'entreprise, c'est importante au niveau de la prévention. La prévention a pour objectif, a trois objectifs en fait. Lutter contre les idées fausses, que ce soit aussi bien au niveau de l'utilisation de drogue que de la politique la politique et de la philosophie de l'entreprise. Ça peut aussi permettre de lutter contre les silences et les tabous. Une fois que les choses sont dites, on ne peut plus faire semblant de ne pas les savoir. Elles sont dites, donc elles sont devant vous. Donc de l'information, donc vous pouvez agir en conséquence. Et le jeu n'est plus le même. Et elle peut permettre aussi aux personnes en difficulté de se rendre compte de leur état de, tant qu'on n'a pas mis des mots sur un état, il est très difficile de se rendre compte de son état. Une fois qu'on a mis des mots, bien, on peut avoir un retour sur soi-même et on peut chercher à chercher de l'aide ou suivre des conseils. Donc, la politique de prévention est fondamentale, comme au sein d'une école, d'une association, d'un groupement politique, etc., etc. Ce sont tous ces lieux, ce sont des lieux où des personnes vivent ensemble et dans lesquels il y a une hiérarchie. Donc, elles sont soumises aux mêmes contraintes, approximativement les mêmes contraintes. Les leviers qu'on peut utiliser en fonction du contexte, c'est évidemment le règlement intérieur, la loi. La loi est très claire par rapport à l'usage de produits stupéfiants, et aussi claire par rapport à l'usage d'alcool si on est amené à travailler sur des machines ou conduire, ou si on est amené à mettre en danger la vie d'autrui. Le code du travail, la santé, la sécurité, le CHCT, les responsabilités en tant que manager et celles de la personne en tant qu'individu. Tout ça sont des leviers qui permettent d'intervenir quand on a un problème de comportement addictif au travail. C'est évident que plus il y a une grande consommation d'alcool au travail, moins le travail sera performant. Il y a une parfaite adéquation entre les deux phénomènes. Donc, une limitation de consommation de substances toxicoactives euh, améliorera la qualité du travail. Alors, maintenant, nous allons définir un processus d'intervention en entreprise, okay, pour un manager, pour un dirigeant. Ça peut être aussi un directeur de ressources humaines, ça peut être un élu, un acteur de prévention, un médecin du travail. Ça peut tout aussi bien être un professeur. Alors, la première chose, c'est l'observation des faits. C'est la première étape. Donc, on va détailler, en amont, puis en aval. La première chose à faire, c'est observer les faits. Si on n'a pas observé de faits, il ne se passe rien. Tout ce qu'on peut voir, c'est sur quoi on peut agir. Ensuite, il va falloir définir le problème, définir un objectif. Comme disait Sénèque, je ne sais pas dans quel port je me dirige, aucun vent n'est favorable.
Donc, en fonction de mon problème, besoin d'un objectif, il faut être capable d'aller là où je dois aller. Sinon, je peux tourner en rond de manière infinie. Ensuite, je vais organiser, mon objectif va me permettre de définir et d'organiser un premier entretien, qui normalement devrait avoir un impact sur la personne. Et ce premier entretien va me donner la possibilité d'observer de nouveau les faits, donc de voir s'il y a un changement, qui va conduire en fait à un deuxième entretien. Alors, je vais donc à l'école, je m'appelle Pierre, je suis un manager et je gère 15 collaborateurs. Et dans ce service, il y en a un, Jacques, qui depuis quelque temps a des comportements différents. Alors, Jacques, hein, donc il arrose des plantes et pas que des plantes, et comme il n'arrose pas que des plantes, il arrose des choses qui sont plutôt dangereuses. Et donc, voilà, on voit concrètement, on voit les faits qui se passent. Et dans la phrase précédente, il y a un mot que j'ai utilisé qui était très très important. Pour vous, c'est lequel? Quel est le mot qui était très important dans la première phrase que j'ai utilisée? Le mot qui était important, c'était le mot différent. Hein. Euh, c'est quand il y a quelque chose de différent que je peux m'apercevoir qu'il y a un changement. La différence qui fait le changement. Comme je disais Grégory Patterson, une information, c'est une différence qui fait la différence. Nous voyons tous les contrastes. Donc, c'est important pour moi en tant que manager, directeur d'école, etc., politicien, de voir, d'observer ce qui se passe autour de moi. Et en tant que manager, en tant que responsable, ma première fonction, c'est d'observer mes collaborateurs, d'observer ce qui travaille avec moi. Donc, c'est quand je vois une différence, je dois faire attention à ce qui se passe. C'est clair qu'au départ, je dois observer. Et quand quelque chose se faire, je dois maintenir mon observation. Pour voir si elle est, dirais-je, ne dure pas longtemps ou si elle devient chronique. Une différence chronique, c'est là où je devais devoir intervenir. Si c'est passager, rien à faire. Si ça devient chronique, je dois intervenir. Voilà, voir les différences qui font la différence. Avant de tirer, il est important de viser. Avant d'agir, cherchons à savoir ce qui se passe. Donc, on va chercher à observer les changements brusques d'attitude du collaborateur qui s'isole, l'attitude de fuite, une baisse de performance, l'agressivité, du renoncement, la résistance permanente. Donc, ce sont des différences qui se maintiennent dans le temps. Des différences qui font la différence. De l'information, des faits. Donc, je fais une collection de faits. Pardon, je disais que c'était intéressant de voir que sur ce slide, bien entendu, tu parles des faits qui sont les faits de l'entreprise, qui ne sont pas les faits liés à l'addiction. Tout à fait. Ce sont les faits qui sont liés à l'entreprise. L'addiction, bon, on peut voir que la personne est plus ou moins léchée, qu'elle est étudiante, mais tout ça, ça doit se reporter dans le cadre de la performance au niveau de l'entreprise, du travail qui doit être accompli, de la mise en danger des collaborateurs, de la mise en danger de la personne face à son outil de travail, etc. Donc avant de pouvoir intervenir, je dois définir le problème, c'est clairement possible, de voir les différences qui sont différentes dans le contexte, dans le cadre de mon entreprise, dans le cadre de ce qui est demandé aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, cette collection de faits n'appartiennent tous qu'au problème. Ces faits n'appartiennent tous qu'au problème, pas à la solution. La solution, c'est autre chose. C'est notre espace. Maintenant, nous examinons le contexte de la personne. Si je vois quelque chose de différent, je dois dire quelque chose. Si je ne dis rien, je deviens complice. Comme dit le proverbe français, les 10 mots consents. Donc, si je vois une différence qui fait la différence et qui met la personne en danger, qui crée de la non-performance, de la contre-performance, on va faire une intervention. Une première intervention, ça pourra se faire sous forme d'un premier entretien. Donc, selon le critère minimal de la sécurité au niveau du travail, tout le monde est tenu d'intervenir en cas de problème lié à une consommation d'alcool ou de notre psychotrope, induisant un risque pour la sécurité. Que si je vois quelque chose, je dois intervenir. Je ne peux pas laisser. Sinon, je deviens complice ou responsable. Donc, on va faire un premier entretien, parce que je dois faire quelque chose. Et, comme dit le proverbe arabe, hein, qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Et là, je ne peux plus avoir d'excuse. Non, je sais, donc je dois faire quelque chose. J'ai vu. Les règles de base de l'entretien, quels sont les buts de l'entretien? Après avoir observé la première chose, c'est après avoir observé un problème, un dysfonctionnement,
L'entretien ne s'appuie que sur des observations factuelles. Encore une fois, ce sont les faits, pardon, les facts en anglais, les faits correspondent, correspondent à la mise en danger d'autrui, la mise en danger de soi, des comportements de fuite, d'agressivité, qui correspondent aussi à une perte de performance, qui n'est pas habituelle chez la personne. Encore une fois, c'est une différence qui fait la différence. Et donc, on passe d'un état vers un autre état. Et donc, il y a une différence entre les deux. C'est ça qui doit me permettre de faire mes observations factuelles et mon report factuel à la personne. Le but de l'entretien, c'est l'amélioration des faits. Et uniquement l'amélioration des faits. Si un problème d'alcool est suspecté, aucune allusion ne doit être faite dans un premier temps. Seulement les faits, l'amélioration des faits. Pour ramener la personne, descendue, hop, pour la ramener à l'état où elle était. Seulement les conséquences sur le travail, la sécurité doivent être prises en considération. Et pour cela, on va utiliser les leviers qui sont le règlement intérieur, la loi, le CHSCT, qui sont la responsabilité de chacun par rapport à la conduite, par rapport au travail, par rapport à la sécurité. On va respecter l'entretien, le secret d'entretien, on va résister aux collègues, on va résister à la famille, à toutes les autres personnes qui vont nous demander de poser des questions, parce que la confiance est toujours pas basée sur le secret, hein, sur la confidentialité. On pourra abréger la confidentialité que dans un second temps. Et encore pas avec tout le monde. Une des conséquences, c'est qu'en abordant le problème sous l'angle professionnel et de l'amélioration des faits, on se met dans le contexte de demander quelque chose de légitime. Donc, on ne peut pas me refuser cette chose. Personne ne peut que souscrire à notre démarche, parce qu'on ne parlera que de sécurité de soi ou des autres, que de productivité, que de faits qui sont dans le cadre professionnel. Il est important de rester dans ce cadre professionnel. Face au déni de la personne, il est important d'éviter de poser un diagnostic. C'est pas à nous de faire ça, c'est au médecin. S'en tenir aux faits, aux indices professionnels, de changement de performance et aux modifications de comportement. Un sixième effet du premier entretien, c'est que, encore une fois, comme je vais avoir un entretien, l'autre va avoir un feedback par rapport à son comportement. Donc, son comportement, il ne peut plus faire comme si on était plus au courant. Maintenant, les données du jeu ont changé. Il sait que nous savons, et même si nous n'avons pas dit ce que nous savons, il se doute que nous savons ce que nous n'avons pas dit. Donc, dans ce cadre-là, ça va obligatoirement avoir une influence sur son comportement et il va le modifier. Si la personne arrive à modifier son comportement et, par exemple, n'utilise plus d'alcool pour être à un état de sédation importante au travail, c'est un énorme changement pour la personne. Elle va consommer moins d'alcool parce que pendant 8 heures dans sa journée, elle voudra être sobre pour pas être repérée. Et ça, c'est plus pour sa vie. Donc, on se rend compte qu'en faisant tous les entretiens et en faisant cet entretien, en le focalisant uniquement sur les critères de sécurité de travail, on peut modifier la vie et sauver une personne. C'est quand même beaucoup de gains pour d'efforts. Entre les deux entretiens, il est important d'observer la personne sans intervenir. On ne va pas aller la voir tous les jours pour lui dire alors ça va. Non. On reprend les choses comme si de rien n'était. Par contre, on continue à regarder et à rechercher les faits. On garde le silence après les autres et on intervient quand on veut. Comme dans ce cas-là. Il faut intervenir. Puis, en laissant quelques semaines, 3 semaines, 4 semaines, pour que la personne puisse reprendre ses marques et se ressaisir, on passe à un second entretien. Et il y a deux possibilités. Les choses se sont améliorées, c'est un miracle. Hein. L'entretien donc a eu un effet fouet sur la personne qui s'est ressaisie. Donc on a changé sa vie, hein, puisque 8 heures par jour, comme il y a que 24 heures dans une journée, c'est quand même un effet très important. Et si on a observé une amélioration du comportement, de la situation, on fait des restitutions positives. On encourage, on supporte la personne, on prévoit des retours de moments difficiles, hein, puisque dans la vie, c'est ainsi fait. Hein.
Même si les choses vont mieux, eh bien, le mauvais temps reviendra. Donc on les prévoit, on demande à la personne de se prévoir, de se prémunir en conséquence et de prévoir les coups de grisou qui pourraient revenir. Et on continue l'observation. Si les choses ne se sont pas améliorées, rien n'a changé, on remercie pour la personne pour ses efforts, on reconnaît que la situation, et cette situation est peut-être particulièrement difficile pour elle, et on va chercher des explications avec elle. Comment expliquer le fait que rien ne s'est amélioré, rien n'a changé, qu'il y a autant de difficultés, toujours autant de difficultés au niveau du comportement, au niveau des risques et au niveau de sa performance. On va amener la personne à définir ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, on va expliquer que la hiérarchie peut comprendre que certaines maladies peuvent influencer et être influentes sur le travail. La dépendance, le trouble du sommeil, le stress, la dépression, les difficultés relationnelles, la vie, etc. Et on va proposer, on va offrir l'aide, une consultation sur le médecin du travail. Dans les cas, si la personne, on sent que la personne est en danger, il faut toujours intervenir pour l'écarter du danger. Là, on a fait l'intervention tout en sachant, on n'a jamais dit. C'est important de respecter la personne dans son milieu, dans son travail. Nous ne sommes pas là pour diagnostiquer les personnes, pour mettre une étiquette, mais simplement pour intervenir au niveau du travail et au niveau de la sécurité. Voilà. C'est le mot, une très simple intervention. Et ici, comme dans toute autre situation, la clé, c'est l'écoute, le respect de la confidentialité qui est fondamental, hein, puisque la confidentialité, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confidentialité, il n'y aura jamais de confiance. Donc les personnes ne pourront jamais s'ouvrir à vous. Le respect du choix de chacun et aussi la protection de l'autre.